comment j'ai réussi à m'ouvrir à l'amour malgré mon manque affectif. Comment choisir l'amour quand le poids des conventions est trop lourd. Comment dire non aux parents et oui à l'amour. Comment se débarrasser du poids de l'amour interdit. C'est entre autres à ces questions que je vais répondre dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Désaligné, le podcast qui t'invite à plonger dans des récits doux et intenses à la fois. Je suis Rim, entrepreneur enthousiaste et je suis ta guide dans cette aventure. Il suffit parfois d'écouter une histoire pour que quelque chose en nous se mette à briller. C'est ce que je souhaite à travers chaque épisode de ce podcast. En 2018, la maladie est entrée dans ma vie, m'entraînant dans une introspection profonde pour essayer de comprendre et de m'en sortir. J'ai mis 5 ans pour me libérer de mes freins, guérir de mes douleurs physiques et mentales et reprendre enfin ma place. Désaligné, c'est l'exploration de sujets liés à la santé holistique à travers les expérimentations, les défis et les thérapies qui ont jalonné mon parcours. Mon but, montrer comment transformer ces expériences en une source de force incroyable. Si tu veux sourire, peut-être verser une larme ou deux et surtout réfléchir, tu es au bon endroit. Bonjour à tous, comme à chaque fois, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Désaligné. Ce dernier va être assez spécial parce qu'il va parler d'amour. L'amour. Je trouve qu'on est... Happy, ma chérie, Happy, on va parler d'amour. Allez, vas-y. Je trouve qu'on est sur un bon enchaînement après avoir parlé du manque affectif et de l'impact que ça peut avoir sur la création de liens solides avec d'autres personnes et notamment des liens amoureux. J'ai beaucoup de choses à raconter au sujet de l'amour car je suis passée par toutes les phases. Les chagrins, les coups de foudre, le cœur qui bat très fort, les rêves du prince charmant, les déceptions, le déverrouillage de mon petit cœur meurtri, et j'en passe. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'amour est lié aux plus grandes fréquences énergétiques qui soient. Il a un incroyable pouvoir sur notre bien-être mental et physique, et il est donc indispensable pour qu'on soit en bonne santé. Durant les premiers épisodes de Désaligné, vous avez certainement compris que j'avais soif d'amour durant mon enfance au-delà de l'amour maternel et paternel principalement. Les croyances que j'ai développées me disaient que je n'étais pas digne d'amour, ce qui m'a coupée des autres. Ça m'a empêché de constituer des liens solides avec les autres, que ce soit à travers des relations amicales, mais aussi et surtout des relations amoureuses. J'ai déjà évoqué le fait d'avoir évolué dans un monde où exprimer ses sentiments n'était pas dans les mœurs, et les sujets autour de l'affect, de l'attachement, du lien, des relations charnelles, du rapport homme-femme, ce n'étaient pas des sujets qui se discutaient facilement. J'ai aussi baigné dans une famille où les couples n'étaient pas heureux et amoureux. Ça ne transpirait pas du tout l'amour le vrai. Mis à part un seul mariage, tous les autres que je connaissais étaient des mariages malheureux, où généralement la femme reste, se sacrifie pour les enfants et ne prend pas son envol afin de construire la vie amoureuse qu'elle mérite. Le jusqu'à ce que la mort nous sépare ne se fait pas pour le meilleur et pour le pire, mais généralement seulement pour le pire. Quand il s'agissait de me projeter dans une future relation avec un homme, mon imagination m'a souvent menée à rêver d'une union différente de ce que je connaissais, où la communication au quotidien est fluide, où les sentiments amoureux sont exprimés sans modération et où le désir était florissant de jour en jour. J'ai grandi en regardant des films romantiques et en lisant des livres à l'eau de rose. Naïvement, ils m'ont poussé à croire à une autre possibilité de vie amoureuse. Mais à l'adolescence, quand j'ai entamé d'une manière précoce ma vie d'adulte, j'ai pris conscience que construire des liens amoureux allait être très difficile. J'avais à cette époque-là pas mal de freins qui m'empêchaient de m'ouvrir sentimentalement. C'était principalement dû à l'échec du mariage de mes parents et à l'image repoussante de l'homme que je ne voulais pas plus tard et qui était représenté par mon père. Pour faire court, je n'ai
quasiment jamais eu de petits copains. Le peu de relations que j'ai eues étaient soit des petites amourettes d'été, soit des relations que je construisais dans ma tête avec des amoureux imaginaires, à qui je n'ai jamais osé déclarer ma flamme ou d'autres qui ne voulaient pas de moi. Ce qui se passait, c'est que je continuais à y croire dans ma tête, à construire des histoires fictives, et je ne voulais pas passer à autre chose. Je pense que c'est ce qui a aussi intensifié la blessure de rejet. Comme j'étais également en décalage avec ma culture, dans ma perception de la vie de couple et de femme, je savais qu'il serait très difficile pour moi d'imaginer une relation solide avec un Tunisien plus tard. Parce que il ne me permettrait peut-être pas d'être la femme libre que je voulais, surtout que depuis toute jeune, je savais que je voulais partir vivre ailleurs. Ce détail n'était pas des moindres parce qu'il était inconcevable pour mes parents et surtout pour mon père que je me marie plus tard avec un non-tunisien. Et le fait que j'ai toujours planifié de partir à l'étranger faisait que ce sujet était mis sous couvercle pendant longtemps. Et je redoutais depuis toujours le moment où j'allais être confrontée à un choix plus tard qui s'opposait à celui de mes parents. La veille de mon départ en France, j'ai surpris ma mère en train d'avoir une discussion sur Skype avec mon père. Il lui faisait part de sa peur concernant ce sujet délicat des relations. Il lui disait qu'il avait peur que ça m'éloigne complètement de la Tunisie, que je rencontre quelqu'un qui n'est pas de ma culture ni de ma religion et que je décide par amour d'aller à l'encontre de ce qu'on m'a toujours inculqué. Ces mots étaient assez durs car il a dit « Si jamais j'apprends qu'elle a osé braver cet interdit, elle n'aura plus mon nom et je la déshériterai. » Cette phrase, je m'en suis souvenue pendant très longtemps, non pas parce que je tenais à son nom et à son argent, mais je n'arrivais pas à croire jusqu'où ces croyances peuvent le conduire à sortir des phrases pareilles sans mesurer leur brutalité. Mes premières années en France étaient chaotiques sur le plan sentimental. Chaotique était synonyme de néant, c'est-à-dire que je n'ai fait aucune rencontre amoureuse. J'ai longtemps évolué dans des groupes de Tunisiens. Des liens ont été tissés, notamment amicaux, mais je ne pouvais jamais me projeter au-delà. Il y avait toujours un détail qui faisait que ça n'allait jamais plus loin. On me jugeait atypique et je sentais dans le regard de certains que je ne corresponds pas à l'image qu'ils voulaient d'une femme, c'est-à-dire peut-être quelqu'un de beaucoup plus docile et de moins éveillé que moi. Il y a une sorte de domination masculine dans la culture arabe et musulmane qui faisait que les hommes que je rencontrais savaient à l'intérieur d'eux que ça n'allait jamais marcher entre nous sur le long terme. D'après leur dire, certains me reprochaient ma rigidité ou le fait que j'étais très ouverte ou très instruite, et ça constitue quelque part une menace face à leur domination et leur virilité. D'autres avaient un vrai problème avec l'engagement et comme ils voyaient que j'étais prête à tout, ça les faisait fuir et ils finissaient par me ghoster au bout de 2 ou 3 rendez-vous. Face à ce fiasco et vide sentimental, j'ai comme une bonne majorité de femmes célibataires essayé les applications de rencontres. Même si je savais que 99% des personnes qui étaient inscrites ne cherchaient pas la même chose que moi. Ce qui était remarquable et ce qui m'a dégoûté vraiment des relations, c'est de découvrir l'esprit de contradiction des hommes de ma culture qui étaient inscrits. On pouvait même déceler un problème identitaire. Ils vivaient à l'européenne, avec une certaine liberté en termes de comportement et de manière de vivre, mais ils restaient fermés dans leur tête quand il s'agissait de vouloir construire une relation sur le long terme. J'ai donc rencontré pas mal d'hommes qui disaient explicitement chercher des relations courtes et charnelles, sans vraie connexion, et exiger une sainte nitouche plus tard. Je me rappelle que les rencontres que je faisais se transformaient en analyse sociologique. Je voulais vraiment comprendre comment était constitué le genre masculin arabo-musulman et plus je faisais des rencontres, plus je me disais qu'il allait être difficile pour moi de trouver parmi eux l'homme qui allait me correspondre, avec qui je vais pouvoir construire une vraie relation d'amour, sans calcul, sans filtre, en étant respectée et en étant 100% moi-même. En 2016, je suis devenue française. Je ne sais pas l'expliquer, mais cette naturalisation a fait que quelque chose change dans ma tête. J'ai pu envisager un autre type de relation, c'est-à-dire une personne en dehors de ma culture. Il faut noter que juste avant, j'avais rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu une relation de 5 semaines. 5 semaines était presque un record pour moi.
Et j'ai fini par découvrir au bout de 5 semaines qu'il entretenait une relation avec une autre personne en même temps que moi. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Fin 2016, j'entame une discussion virtuelle avec une nouvelle connaissance. Les échanges se font par bribes entre décembre et février et il mettait parfois jusqu'à 2 semaines pour me répondre. Le fait qu'il soit indisponible me rendait trop curieuse et me donnait envie de le connaître beaucoup plus. Vers mi-février, je lui propose qu'on échange en dehors de l'application. Et voilà qu'on a enfin des discussions fluides sur WhatsApp. Il habite à Paris, à quelques kilomètres de chez moi, mais je n'étais pas du tout impatiente de le voir en vrai. Pour la première fois, je voulais bien parler à la personne et surtout, j'avais peur du jour de la rencontre. Pourquoi j'avais peur? Parce qu'il ne correspondait pas du tout au modèle d'homme que voulaient mes parents pour moi. Et je savais qu'en commençant à échanger avec lui, je faisais mes premiers pas dans une sorte de zone rouge dans laquelle je ne devais jamais pénétrer. En plus de la différence de culture, on n'avait pas du tout le même univers. Moi, je lui parlais de cinéma, de médias, de digital, de musée, d'art pictural, et lui, il me parlait de sport de glisse, de neige, de code informatique, de festivals électro, de randonnée, de camping, de méditation, de trek au Népal. Sur le papier, on n'avait rien en commun, mais j'étais prête à avancer dans ma zone rouge. Il m'intéressait beaucoup parce qu'il était tout simplement différent de moi. Et je trouvais ça tellement tétanisant et irrésistible à la fois. Mais malgré cette différence, je pouvais percevoir qu'il avait la même vision du couple que moi. C'est ainsi que le 2 mars 2017, on a décidé de se voir en vrai. Je sortais de 2 semaines de grippe, je ne ressemblais à rien et j'ai fait exprès de ne pas trop m'apprêter parce que je voulais qu'il me voie telle que je suis en vrai, sans maquillage, sans artifice, que ce soit la rencontre la plus authentique qui soit. Le rendez-vous était une véritable claque pour moi. Plus on échangeait, plus j'étais comme dans une bulle, en train de me demander qu'est-ce que j'étais en train de faire. Je sentais la présence d'alarmes autour de moi qui clignotaient partout. Pipant, pipant, pipant. Rim, qu'est-ce que tu fais? Rim, dans quoi tu t'embarques? Il me plaisait à un point indescriptible, mais je m'interdisais de me l'avouer. Il était différent de tout ce que j'ai déjà connu en termes de modèle masculin, mais aussi en termes d'éducation, car il est issu d'une famille d'agriculteurs et il a grandi au plus près de la nature. Il était tellement simple, il avait un humour qui me plaisait beaucoup, il avait un univers atypique, il me parlait de méditation, d'accords Toltec, du pouvoir du moment présent. Et moi, à cette époque-là, je ne connaissais pas du tout le développement personnel. On avait quand même un grand point en commun, c'est que comme moi, il a quitté sa famille et une vie presque toute tracée de futur agriculteur pour suivre sa passion pour l'informatique et construire une vie professionnelle à Paris. Une ville qu'il ne connaissait pas du tout et dont le rythme s'éloignait complètement de celui de sa campagne natale. Je voulais déjà être au 2e épisode, le connaître davantage, mais jusqu'à la fin du rendez-vous, j'étais dans ma bulle de panique, de laquelle je me demandais comment j'allais en sortir. Et avant de le quitter, je lui propose sans trop réfléchir un cinéma le lendemain. Il accepte avec grand plaisir et je rentre chez moi. Sur la route, j'étais comme sonné. Je faisais presque une crise de panique. J'étais émue, je ne sais pas si je pouvais parler de coup de foudre, mais ce qui était sûr, c'est que j'étais trop dans la peur de ce qui allait se passer par la suite. Je me rappelle qu'en sortant du métro, j'appelle ma meilleure amie pour tout lui raconter et je commence à sangloter en lui disant qu'il était trop gentil, qu'il m'a trop plu, mais je ne savais pas à cet instant-là que je pleurais parce que j'étais tétanisée à l'idée d'annoncer une rencontre pareille à mes parents, sachant que je me connaissais assez pour savoir que je ne pouvais jamais leur cacher ça bien longtemps. On se voit le lendemain au cinéma, le jour d'après pour regarder The Voice chez moi, et le jour d'après pour faire une balade au Jardin du Luxembourg, un de mes endroits préférés à Paris. On n'arrivait tellement pas à se quitter qu'on s'est vu 4 jours de suite. Et ça s'est enchaîné quasiment au même rythme la semaine qui a suivi. Vu l'intensité des échanges et voyant comment évoluer rapidement les choses dans une fluidité assez déconcertante, j'ai décidé d'être transparente avec lui et de lui faire part de toutes mes peurs par rapport à tout ce qui pouvait entraver l'évolution de notre relation. Il a été assez compréhensif et m'a dit qu'il allait composer avec ce qui allait arriver.
et qu'il n'était pas prêt à me lâcher. Je pense que la complexité de mes origines et de ma culture ajoutait un aspect assez challengeant à notre histoire. Et ça faisait qu'il s'accrochait à cette relation, alors que moi, de l'autre côté, j'étais totalement dans la peur. La peur de décevoir mes parents, mais aussi la peur de le perdre, de lui faire du mal et de passer à côté d'une relation qui promettait d'être très belle. Au bout de 3 semaines, je prends un billet pour Tunis car je me rends compte que je ne peux pas avancer dans la relation si je n'en parle pas à mes parents. Ma mère était déjà au courant et comme ma mère est ma mère, elle m'a dit qu'elle ne pouvait jamais prendre position face à mon père et que je devais lui annoncer ça moi-même. Je décide donc de le confronter, mais j'attends jusqu'au dernier jour de mon séjour pour lui parler de l'existence de mon amoureux interdit. Ce jour-là, étant consciente de sa rudesse, j'étais prête à ce qu'il me dise de quitter la maison et à ce qu'il n'accepte pas cette relation. J'avais tout anticipé en préparant mes affaires et j'ai prévenu mon meilleur ami que je pouvais lui demander de venir me chercher et que je dorme chez lui avant de repartir à Paris le lendemain matin. J'étais vraiment prête à tout de la part de mon père, mais je savais à l'intérieur de moi que mon choix était déjà fait, peu importe sa réaction. Je voulais juste être honnête envers lui et ne pas avancer dans cette relation sans qu'il soit au courant. Je lui parle donc, sans trop de raccourcis, de ce qui s'est passé. Je vois son visage se décomposer et il a une réaction de déception tout à fait attendue. Il me disait qu'il s'imaginait un autre type d'annonce, mais que j'étais assez grande pour faire mes propres choix. En me parlant, il ne me regardait même pas, mais je me sentais quand même assez libérée malgré sa réaction à demi-teinte. Et le lendemain matin, on a pris le petit-déj ensemble avant qu'il parte et je le trouve beaucoup plus fermé qu'hier. Il me dit qu'il a pensé au sujet toute la nuit et que cette relation ne lui convenait pas du tout, mais que malgré ça, il n'allait rien m'interdire. Mais il nous voulait être au courant de rien, que lui, de son côté, il allait faire comme si je n'avais personne dans ma vie. Une réaction aussi extrême de mon père n'était pas étonnante, mais comme j'ai dit un peu plus tôt, j'étais vraiment prête à tout. L'après-midi même, je retourne à Paris et mon amoureux m'attendait à l'aéroport avec un bouquet de fleurs. Il m'organise un dîner, il était tellement intentionné, mais moi j'étais meurtrie de l'intérieur et je faisais tout pour ne rien laisser voir. Je trouvais tellement injuste qu'on le juge à cause de nos cultures et religions différentes, parce que sur le plan humain, c'était une personne exemplaire avec des valeurs tellement fortes et c'était tout ce que je cherchais. Je me disais qu'il était hors de question que je gâche les choses et que je ne vive pas pleinement ce qui m'attendait. Les semaines et mois passaient et j'avais l'impression de vivre un conte de fées sans que rien ne soit fait dans l'excès. On avançait lentement mais sûrement, je vivais enfin l'histoire d'amour tant rêvée et j'avais parfois du mal à y croire. Au bout de 6 mois seulement, on a décidé très rapidement de s'installer ensemble parce qu'on était tout le temps l'un chez l'autre et on avait constitué des routines de couple et la question de vivre sous le même toit n'était pas à discuter. Bien sûr, en faisant ça, je bravais un autre interdit et le poids sur mes épaules devenait de plus en plus lourd car ma culture interdit le concubinage. Au mois d'août, je contacte mon père pour lui donner de mes nouvelles. Il fait toujours comme si j'étais célibataire jusqu'à ce que je décide de lui dire « Écoute papa, cette situation ne me convient pas. Je te propose de le rencontrer. Quand est-ce que tu seras à Tunis ?» On se met d'accord pour se retrouver à Tunis 1 mois et demi plus tard. J'étais sûre de cette belle relation que je construisais et je n'avais aucun doute quant au fait que mon amoureux allait plaire à mon père. Et je lui demandais là de faire un pas qui n'est pas des moindres. Rencontrer quelqu'un qui ne l'acceptait pas. Mais encore une fois, il était prêt à tout pour moi. Donc vers fin septembre 2017, on arrive à Tunis et on est accueillis par mes 2 parents à l'aéroport. Le séjour se passe plutôt bien. Je sens que mon père à l'intérieur de lui n'a rien contre cette relation, mais que ses croyances tellement fortes l'empêchent de me donner sa bénédiction à 100%. Je sais qu'auprès de sa famille et de ses amis, il ne dira jamais que sa fille entretient une relation avec un Français non musulman. Mais j'ai commencé à m'en détacher en disant que c'était ses croyances et que je devais juste les respecter. Ce séjour était l'occasion aussi pour que mon amoureux rencontre quelques membres de ma famille. Et tout s'est fait d'une manière tellement fluide comme si je le connaissais depuis toujours. Toutes mes cousines, mais aussi mes tantes, ont eu un vrai coup de cœur pour lui.
Le temps passe, la relation continue d'évoluer positivement et 1 an plus tard, on décide de partir en Tunisie pour les vacances. Ça coïncidait avec la période de mon diagnostic de l'endométriose et j'avais vraiment besoin de repos et de soleil. C'était l'occasion pour qu'on puisse rester assez longtemps en Tunisie pour qu'il puisse aussi connaître un peu plus ma famille. Mais ces vacances ont eu une autre tournure parce que j'ai perdu ma grand-mère 3 jours après mon arrivée. Et donc notre séjour s'est transformé en une période de deuil. D'un seul coup, il s'est retrouvé dans une immersion totale au sein des traditions musulmanes pour dire au revoir à ma grand-mère avec moi et il a accessoirement rencontré toute ma famille d'un coup. C'était un séjour assez inattendu, avec plein de symboles, je voyais des signes partout. D'une part, j'étais très proche de ma grand-mère depuis ma tendre enfance. Les 10 dernières années, elle avait Alzheimer, elle était alitée et c'était comme si on l'avait déjà perdue car elle ne parlait plus. Cela faisait donc 10 ans que je redoutais son départ et je me disais qu'il y avait une très petite probabilité à ce que je sois présente ce jour-là. J'ai senti comme si ma grand-mère attendait que j'arrive en Tunisie, qu'elle me dise au revoir physiquement et qu'elle puisse aussi rencontrer mon amoureux. Je me sentais tellement reconnaissante d'avoir vécu cette épreuve avec lui, surtout que c'était la première fois que je vivais un deuil. Ça s'est fait d'une manière assez paisible, pas vraiment dans le chagrin et la tristesse, et ça nous a tellement rapprochés. Le retour à Paris était assez difficile, mais notre lien amoureux infaillible m'a aidé rapidement à passer à autre chose dans ma tête. Mais physiquement, j'allais très mal avec la pilule et ses effets secondaires. La maladie s'installait petit à petit dans notre vie et c'est là que notre couple a commencé à subir ses premières crises face à la brutalité de ce que subissait mon corps. On a quand même continué à avancer ensemble, il ne m'a jamais lâché. Entre 2018 et 2022, on a subi à deux les traitements lourds, les crises intenses, les hospitalisations, les passages aux urgences et il était d'un soutien sans faille. J'ai senti beaucoup de culpabilité à plusieurs reprises. La culpabilité de lui imposer ma maladie. Mais je pense que ces épreuves difficiles n'ont fait qu'intensifier notre amour. On le faisait grandir ensemble à travers tout ce qu'on a traversé depuis notre rencontre. Il y avait beaucoup plus de bas que de hauts, mais en repensant à ces 7 dernières années, il n'y a que les moments positifs de rire, de voyage, de découverte qui viennent à moi. On a aussi vécu l'un de nos plus beaux jours de notre vie, le 21 juin 2019, le jour où l'on a organisé un mariage 100% aligné avec qui nous sommes. Malgré tous les freins, toutes les peurs, toutes les croyances qui nous disaient non. Je peux déjà vous dire que ça sera le sujet du prochain épisode de Désaligné. Vous n'êtes pas prêts en termes d'émotions, ça va être du lourd. Voilà, l'épisode du jour est maintenant terminé. J'avoue que c'est assez émouvant pour moi de me remémorer tout ça et j'ai tellement de gratitude de connaître enfin l'amour, de vivre cette relation aussi pure. Si l'amour n'a pas encore sonné à votre porte, sachez qu'il vous attend quelque part. Mon récit sert aussi à vous donner envie d'y croire. Comme à chaque fois, je compte sur vous pour noter le podcast sur Spotify ou Apple Podcasts. Ça me fera trop plaisir. Il ne me reste qu'à vous dire à très bientôt.